Bonsoir, bonne nuit, bonsoir à tous. Ma mission dans cette table ronde est en fait de partager de bonnes nouvelles, car il y a de bonnes nouvelles à partager. C'est un changement et nous n'y sommes pas habitués. Comme c'est une conférence juive sur Israël, je dois commencer par les mauvaises nouvelles. Ensuite, nous aborderons les bonnes nouvelles, les mauvaises ayant déjà été largement traitées durant cette conférence. Et Jonathan en a parlé récemment. Mais si vous suivez bien les sondages, je regarde aux États-Unis, même s'il se passe des choses ailleurs. Nous avons perdu la génération Z. Nous avons perdu la gauche progressiste. Et je pense que Jonathan l'a bien décrit. Il y a une bataille en cours pour le cœur et l'âme du mouvement conservateur, du mouvement America First aux États-Unis en ce moment. Nous n'avons pas perdu. La bataille fait rage. Mais bon sang, l'autre camp a fait des progrès rapides et inquiétants. C'est la mauvaise nouvelle, nous le savons tous. Voici ce que je veux souligner. À mesure que les chiffres baissaient, la plupart de ces nouveaux critiques ou sceptiques d'Israël ne sont pas des antisémites endurcis. Vous savez, ce noyau dur d'antisémites, il a toujours été aux alentours de 10%, ça n'a pas vraiment changé. Ce qui change, c'est qu'ils ont de nouveaux canaux pour diffuser leur désinformation. Ils diffusent un récit anti-Israël odieux, et ce récit en est venu à dominer des secteurs importants de nos médias et des réseaux sociaux. Et donc, cela influence ces 80% au centre et les retourne contre Israël. Donc les pertes à gauche, les pertes à droite, les pertes auprès de la génération Z sont en grande partie le résultat de la propagation d'un récit mensonger et odieux sur Israël. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si c'est le résultat de mensonges, si c'est le résultat d'un récit mensonger, cela signifie qu'affronter ces mensonges, remettre en question ce récit avec la vérité, peut et fait réellement une différence. Et c'est le cas. Mais voici ce que nous devons garder à l'esprit. La plupart des moyens par lesquels notre communauté diffuse notre vérité sur Israël est en grande partie inefficace. La société américaine, les campus américains sont devenus cloisonnés. Chacun vit dans un silo idéologique, que vous soyez de la gauche progressiste ou de la droite America First, où tout ce que vous lisez et tout ce que vous voyez dans les médias, sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, confirme les récits dominants dans ces silos idéologiques. Ainsi, quand nous proposons d'excellentes informations ou un intervenant pro-Israël, la majorité des personnes qui auraient un besoin de ces informations restent dans leur silo idéologique et n'écoutent pas, sauf pour protester. Nous écrivons d'excellents livres. J'ai écrit des livres, d'excellents livres pro-Israël, remplis de vérité et de faits. Les personnes dans ces silos idéologiques qui nous défient n'achètent pas mes livres ni les vôtres et n'apprennent pas la vérité sur Israël. Il en va de même pour nos vidéos pro-Israël, il en va de même pour nos articles pro-Israël. Donc, la vérité que nous défendons porte ses fruits. Notre vérité change effectivement les cœurs et les esprits, mais la plupart de ce que nous faisons en tant que communauté ne pénètre jamais ces silos pour atteindre précisément ceux qui en ont le plus besoin. Au sein de la Maccabi Task Force, nous nous concentrons exclusivement sur ce défi. N'est-ce pas? La communauté pro-Israël ne manque pas de contenu. Nous avons du contenu excellent, convaincant et puissant. Nous avons un problème de distribution. Nous n'arrivons pas à sortir ce contenu de notre cercle pro-Israël pour l'amener vers les communautés qui comptent et qui ont besoin de le connaître. Nous nous concentrons uniquement sur ce problème, comment transmettre la vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons plusieurs programmes à travers lesquels nous faisons cela. Ce soir, je veux me concentrer sur notre programme le plus efficace, la manière la plus efficace de faire découvrir la vérité sur Israël aux gens, c'est-à-dire les amener en Israël. Nous ne pouvons pas amener tout le monde en Israël, alors nous ciblons deux catégories. Nous emmenons des influenceurs des réseaux sociaux, et depuis qu'Israël a rouvert après le Covid, nous avons fait venir plus de 300 influenceurs qui ont en moyenne 3 millions d'abonnés, chacun sur les différentes plateformes. Nous proposons en Israël des expériences personnalisées qui transforment la plupart en amis et alliés, capables ensuite de transmettre notre vérité à de nouveaux publics. Et ensuite, nous faisons la même chose.
Nous répétons cela sur nos 65 campus nationaux et certains à l'étranger en cartographiant les campus. Nous ne pouvons pas emmener tout le monde en Israël. Nous devons être sélectifs avec nos non-juifs. Nous cartographions le campus pour identifier les 20 personnes qui dominent la politique. En général, pas plus de 20 influenceurs dominent la conversation politique. Emmenons-les en Israël avec 5 étudiants pro-Israël qui ne sont pas là pour profiter d'Israël, mais pour créer et entretenir des relations avec les 20. Ensuite, le voyage les transforme. Et c'est quelque chose d'incroyable. Nous savons que les voyages en Israël sont très importants pour les Juifs et changent leur vie. Birthright a été un grand succès. Nous savons que les voyages en Israël sont une chose merveilleuse pour nos amis chrétiens évangéliques et ils rentrent chez eux très enthousiastes et passionnés. Nous savons que cela fonctionne pour eux. Mais la vérité sur Israël est tellement puissante qu'elle change constamment, presque toujours, les sceptiques et les critiques d'Israël qui ont tendance à dominer la politique sur nos campus. Ils reviennent ensuite, convertis de sceptiques à alliés, et travaillent avec nous pour construire des coalitions capables de gagner sur le campus. Mais ne vous fiez pas seulement à ma parole. Nous avons avec nous ce soir quelques amis qui ont participé à ces programmes et qui peuvent témoigner personnellement de la façon dont ces programmes les ont changés. Je voudrais commencer avec Blessing. Blessing est l'une de nos étudiantes d'Afrique du Sud de l'université Wits. Elle le prononcera correctement pour vous. Je vais l'appeler Université Wits. Les parents de Blessing ont grandi et vécu sous l'apartheid. Blessing, comme tous les Sud-Africains noirs, a entendu qu'Israël est un pays d'apartheid. Elle n'était pas favorable à Israël, mais elle a eu le courage de voyager avec nous pour découvrir la vérité qui l'a transformée. Blessing, partage ton expérience. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur d'être ici. Merci beaucoup. Je me sens vraiment bénie d'être ici. Je m'appelle Blessing Matlabella. Je viens d'Afrique du Sud. J'étudie actuellement le droit à l'université de Wits et je suis venue en Israël pour la première fois en 2024. Avant ce voyage, je n'avais entendu parler d'Israël que sur les réseaux sociaux et je savais qu'Israël pratiquait l'apartheid. Et pour toute Sud-Africaine, ce mot est très chargé. Notre pays a connu un passé très douloureux et parce que ce mot était associé à Israël, je détestais vraiment Israël. Et je n'avais jamais rien su d'Israël au-delà de ce que je voyais sur les réseaux sociaux. J'ai choisi de remettre en question ma façon de penser et de ne pas être intellectuellement paresseuse en faisant ce voyage. Et honnêtement, ça a changé ma vie. J'ai été surprise de vraiment voir ça. Nous avons des musulmans, nous avons une population arabe, nous avons des chrétiens, des juifs éthiopiens, certains qui me ressemblent. Nous avons la communauté juive et tellement de religions différentes, tellement de personnes différentes. Même Tel Aviv était tellement moderne. Je pensais que tout l'État était conservateur, mais voir la diversité du pays était vraiment inspirant. Mais l'aspect le plus bouleversant du voyage pour moi a été de parler à une survivante du Festival Nova. Entendre que des femmes avaient été brutalement violées et agressées sexuellement était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Je n'avais jamais imaginé que cela avait pu arriver, et c'est aussi l'histoire en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qui s'est passé le 7 octobre, et je ne pouvais pas quitter ce pays et retourner en Afrique du Sud sans parler des histoires des femmes qui sont mortes ce jour-là. Ce serait une injustice envers l'humanité. Et depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à lutter contre l'antisémitisme et j'en suis fière. De bonnes nouvelles, ça fait du bien parfois. Bénédiction, merci, que Dieu vous bénisse, bénédiction. Nicole, je ne veux pas te dépeindre de façon erronée, mais on peut dire que tu étais peut-être sceptique à propos d'Israël quand on t'a invité là-bas. Raconte-nous ton histoire. Bonjour à tous, je suis Nicole Rodriguez Munoz, colombienne-américaine, récemment diplômée en psychologie de l'Université d'État de Pennsylvanie. Mon histoire est unique.
Mon histoire est unique dans le fait qu'elle a réellement commencé le 8 octobre, le 7 octobre, en tant que personne qui n'était pas juive, en tant que personne qui était très ignorante de la situation, très ignorante du Moyen-Orient parce que je n'avais aucun intérêt personnel dans cette histoire. J'avais aperçu un ou deux posts sur mon fil, mais j'ai vite poursuivi ma journée sans vraiment comprendre, sachant seulement qu'il s'était passé quelque chose au Moyen-Orient. Le 8 octobre, en allant à l'un de mes cours de 9 heures, je suis passée devant la place principale de mon université et j'ai vu une énorme manifestation pro-palestinienne. Tellement massive, en fait, que pendant un instant, j'ai cru que ce que j'avais rapidement lu la veille au soir, le 7 octobre, c'était Israël qui l'avait fait aux Palestiniens. Je sais, ça paraît fou, mais c'est le récit qui était diffusé sur mon campus. La guerre a alors éclaté et les médias diffusaient un certain récit, tout comme mes professeurs. À tel point qu'à un moment donné, je me considérais comme anti-Israël. Je ne portais pas de kéfier ni ne manifestais, mais j'avais des préjugés négatifs envers l'État d'Israël. Mais j'ai toujours eu des questions auxquelles l'autre camp n'a jamais pu répondre pour moi. Ensuite, j'ai été recrutée par MTF pour mon premier voyage Perspective. Et il y a 2 choses principales qui m'ont vraiment marquée. La première, c'était en fait les panneaux de signalisation, voir des panneaux en hébreu, en arabe et en anglais. Quand on vous dit qu'il y a une suprématie blanche juive en Israël, puis que vous voyez 3 langues différentes sur les panneaux officiels du gouvernement, ça commence à faire tilt dans votre tête. Mais l'une des choses qui m'a fondamentalement changée en tant qu'être humain, qui a vraiment marqué le début de mon parcours et bouleversé ma façon de penser, c'était Nova, Faraza et Noodles. Entendre ces histoires, voir ces visages, cela m'a exposé à la vérité et m'a fondamentalement changé en tant qu'être humain. J'ai aussi pu entendre les témoignages de 2 survivantes. Entendre la vérité, en être témoin, c'est un tel privilège, mais c'est aussi un fardeau. C'est un fardeau dans le sens où, une fois que vous connaissez la vérité, vous n'avez plus le luxe de rester silencieuse. Après ce voyage, j'ai été recrutée comme stagiaire, puis, de retour sur mon campus, j'ai recruté un nouveau groupe d'étudiantes pour le voyage de découverte. Mais la partie dont je suis la plus fière, c'est d'avoir pu affaiblir fondamentalement le SJPI sur mon campus et de faire échouer la législation qu'ils ont essayé de faire passer. Thank you. Thank you. A affaibli les voix pro-Israël et les voix sionistes. Grâce au travail que moi et d'autres étudiantes sionistes avons accompli sur mon campus, les voix sionistes sont entendues dans notre gouvernement étudiant et le SJP ne détient plus tous les pouvoirs. Ce voyage est quelque chose qui change fondamentalement une personne et c'est une expérience qui transforme la vie. Depuis ce moment-là, je fais maintenant un stage pour Nathan, qui a une branche américaine. Il collecte des fonds pour les soldats de Tsahal qui souffrent de stress post-traumatique et les aide à surmonter cette épreuve. Car au bout du compte, nous devons aussi défendre. L'État d'Israël, mais aussi son peuple. Et cela commence en grande partie par la défense de nos soldats. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour cela. Merci, Nicole. Et que Dieu te bénisse, Nicole. Mes amis, ces bénédictions de Nicole illustrent le type de personnes que les alarmistes et pessimistes prétendent que nous avons perdues, la gauche. Ils nous détestent tous et sont tous antisémites. Non, 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 non. L'autre camp a fait un meilleur travail que nous pour entrer dans ce silo idéologique et répandre leurs faux récits. Si nous pouvons réunir les ressources pour entrer dans ce silo et rivaliser, notre vérité vaincra leurs mensonges à chaque fois. Il y aura plus de Nicole, il y aura plus de bénédiction. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons redoubler d'efforts. Désormais, tout ce que nous faisons sur le campus, nous le faisons à travers nos alliés étudiants juifs. Je veux dire, moi, ça fait un moment que je ne suis pas allé sur un campus. J'ai besoin de personnes sur place pour cartographier le campus, me dire qui il me faut dans ce bus, les accompagner et bâtir ces relations pour former des coalitions gagnantes. À l'université de Stanford, ce n'est pas un endroit accueillant. Kevin était l'un de nos alliés juifs, il a dirigé l'un de nos voyages. Kevin, comment ça s'est passé? Merci. C'est horrible de s'en prendre aux gens ainsi. Vous avez fait un travail incroyable.
Avant de parler du groupe de travail McVeigh que j'aime beaucoup, je veux expliquer pourquoi j'y crois. Dans environ 11 jours, mon grand pays s'apprête à célébrer son semi-quincentenaire, son 250e anniversaire, et pour m'inculquer, me réinculquer l'esprit de 1776, je suis retourné lire les écrits de Thomas Jefferson. J'ai trouvé une lettre qu'il a envoyée à William Roscoe en 1820 sur l'Université de Virginie, fondée par Jefferson. Et il a dit quelque chose comme cette institution sera fondée sur la liberté illimitée de l'esprit humain. Car ici, nous n'avons pas peur de suivre la vérité où qu'elle puisse mener, ni d'accepter une erreur tant que la raison est libre de la combattre. Comme nous sommes tombés bas, j'ai passé 4 ans à l'université Stanford, l'une des meilleures du pays, et j'ai adoré cette expérience. Mais l'idée que la raison était libre de combattre les erreurs est tout simplement fausse. Certains endroits du campus étaient physiquement inaccessibles à moi et à ceux partageant mon idéologie. Il y avait des espaces intellectuels où, si quelqu'un faisait une déclaration en désaccord avec l'orthodoxie, cette personne était exclue ou ostracisée socialement. Nous avons constaté une paralysie de l'institution américaine. Le vrai problème, c'est l'absence totale de contre-narratif. 1 million d'organisations qui aiment parler d'Israël emmènent aussi des étudiants là-bas. Je souhaite évoquer ce qui distingue la Maccabi Task Force. Ce n'est pas seulement parce qu'ils amènent des étudiants non-juifs en Israël, mais c'est parce qu'ils leur montrent tout. Vous venez en Israël et vous voyez les choses les plus horribles et les plus dévastatrices qui sont arrivées aux Israéliens, mais vous ne parlez pas vraiment aux Israéliens. La Maccabi Task Force a historiquement emmené des étudiants en zone A pour rencontrer l'autorité palestinienne et entendre leur point de vue. Et je veux demander et m'interroger, pour nous qui croyons ici en la vision d'Israël et croyons que c'est une force au service du bien dans le monde, est-ce que cela se résume simplement à du tribalisme parce que nous sommes juifs? J'espère que non. Nous avons vu ce pays tel qu'il est, entendu les contre-arguments les plus solides à son sujet, et avons tout de même choisi le côté que nous pensons vrai. Lorsque des étudiants universitaires font cela, ils arrivent presque toujours à la même conclusion de façon prévisible. Les gens reconnaissent la propagande et ne l'apprécient pas. Mais quand les gens viennent tout voir, premièrement, vous pouvez recruter des personnes qui, au départ, ont des sentiments négatifs envers Israël. Et deuxièmement, lorsqu'ils reviennent de leur voyage sur leur campus universitaire, après avoir tout vu et entendu des contre-arguments, ils sont capables de répondre à ces arguments de manière rigoureuse. C'est une chose de convaincre les gens d'être pro-Israël en expliquant pourquoi cet État est si formidable, pourquoi l'alliance avec les États-Unis est nécessaire et symbiotique. Mais c'en est une autre de les préparer lorsque les questions difficiles surgissent concernant le traitement des Arabes, leur statut juridique dans la société ou les fondements mêmes de l'État. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer aux étudiants pourquoi ces choses sont importantes, alors l'impact reste limité à une seule personne. Mais lorsque vous enseignez vraiment le pourquoi, l'impact peut se répandre. Lorsqu'elles rentrent sur leur campus, comme avec ces 2 femmes, ce n'est jamais un processus individuel ni limité à une seule personne. Les communautés s'élargissent. Le virus pro-palestinien et anti-israélien qui a envahi tant de ces campus est affaibli par l'antidote que représentent les étudiants qui ont participé à ces voyages et qui ont tout vu. Tout cela pour dire que, alors que le 250e anniversaire de mon pays approche dans environ une semaine, derrière toutes les célébrations et derrière mon bonheur, je peux trouver un certain réconfort et une certaine consolation dans le fait que la vision jeffersonienne est en train d'être restaurée, en partie grâce à des personnes qui pensent encore qu'il est important de tout voir, et d'emmener les gens au cœur du conflit et de leur inculquer non seulement l'esprit de la Révolution de 1776, mais aussi le courage qui l'accompagne. Revenir témoigner de ce que vous avez vu et lutter contre ceux qui refusent de voir le monde tel qu'il devrait être. Merci à vous. Lors du voyage de Kevin, nous n'emmenons pas, si vous savez, si vous avez été élevé dans l'antisémitisme, si nous pouvons voir que cela faisait partie de votre identité depuis la naissance, nous ne vous emmenons pas lors du voyage. Nous sommes très ouverts d'esprit car nous croyons vraiment au pouvoir de cette expérience. Donc, par exemple, lors du voyage de Kevin, ils ont recruté et invité l'une des femmes qui avait aidé à organiser et à diriger les campements anti-Israël à Stanford. Kevin, rapidement, comment s'est déroulé son voyage et que fait-elle depuis son retour? En 22 ans sur cette planète, je n'ai jamais vu une transformation personnelle plus impressionnante, une transformation idéologique plus spectaculaire que celle que j'ai vue chez cette personne. Toute son identité, jusqu'à ce moment-là,
reposait sur sa haine d'Israël et sur sa conviction que ce conflit correspondait à sa propre conception du bien et du mal, du noir et du blanc. Depuis son retour, elle est devenue l'une des personnalités médiatiques les plus influentes pour diffuser ses opinions à ceux qui n'étaient initialement pas d'accord avec elle. Lisez ses articles dans le Télégraphe et regardez son interview sur Free Press. Taryn Thomas. Et si quelqu'un souhaite se renseigner sur elle, c'est une bonne amie à moi et je suis fier d'elle pour ce qu'elle a accompli. Oui. Nous le voyons encore et encore. Donc, pour conclure, je ne sais pas si Alex attend. Oui, il attend. Pour conclure, les 2 mots préférés d'Alex. De nombreuses voix dans notre communauté affirment désormais, vous savez quoi? C'est fini, abandonnons le combat. Vous savez, Bret Stephens, quelqu'un que j'admire profondément, a prononcé un discours très important il y a quelques mois dans lequel il a essentiellement dit que nous devons arrêter de lutter contre l'antisémitisme. C'est une perte de temps et d'énergie, car les antisémites ne nous détestent pas par ignorance ou désinformation. Ils nous détestent à cause d'une psychose profonde qui les habite que nos mots et notre logique ne changeront jamais. Bret Stephens avait 100% raison à propos des antisémites, à propos de ces 10% qui nous détestent, quoi qu'il arrive. Mais il se trompait complètement sur le but et l'objectif de la lutte contre l'antisémitisme. Il ne s'agit jamais de convaincre ces haineux de nous aimer. Ils ne le feront jamais. C'est une perte de temps qui nous rabaisse. Lutter contre l'antisémitisme concerne toujours les 80% entre les deux qui ne savent pas quoi croire. Si nous abandonnons, nous favorisons le Qatar, justifions leur investissement de 400 milliards de dollars et faisons le jeu de l'Iran, ainsi que le bonheur de Tucker Carlson et Candace Owens. Nous n'osons pas abandonner le combat. Notre vérité est puissante. Elle change les cœurs et les esprits. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mes amis. C'est le moment de redoubler d'efforts et d'en faire beaucoup, beaucoup plus. Merci.